Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Blanchard, Esperluette Laurent Carnis. Le décideur en sécurité routière doit composer aujourd'hui avec des contraintes imposantes. La première résulte de la multiplication et de la sédimentation au fil du temps de nombreuses interventions, conduisant à des interactions inévitables entre elles. Face à une perte de lisibilité liée à une complexité pour identifier les effets, il devient difficile pour le décideur de déterminer d'une part l'efficacité d'une mesure, et d'autre part son efficacité relative qui permettrait de hiérarchiser ses interventions dans le domaine. Or, cette recherche d'efficacité s'avère d'autant plus impérative que le contexte budgétaire contraint sévèrement le périmètre d'intervention. La période de restriction budgétaire exige désormais que chaque euro consenti à une politique publique soit utilisé de manière efficace. Par ailleurs, la sécurité routière est une des politiques publiques qui touche le plus avec les règles qu'institue le Code de la route, le quotidien des citoyens. Ce Code de la route évolue régulièrement. Le 2 octobre 2015, le CISR a par exemple validé 22 mesures visant à lutter contre l'insécurité routière. Toutes ces mesures ont généralement un coût, et pas seulement pécuniaire, et la contrainte associée ne fait pas toujours consensus. Les opposants s'organisent également de mieux en mieux en publiant aussi des contre-études voire en diffusant dans les réseaux sociaux de fausses affirmations ou informations, fake news. Ainsi, des messages électroniques ont essayé de démontrer que la mise en place de l'éthylotest répond à l'intérêt d'un mystérieux industriel. Ils véhiculent une image du conducteur victime, racketté par les autorités en lieu et place de celle d'un conducteur contrevenant à la règle pénale et mettant en danger sa vie et celle des autres par un comportement prohibé. Les débats persistants sur l'évolution des limitations de vitesse, l'efficacité du contrôle automatisé et la contestation systématique de son développement, l'accès au permis de conduire, l'abaissement des seuils d'alcoolémie confirme cette nécessité pour le décideur public en sécurité routière de démontrer de plus en plus finement l'intérêt des mesures envisagées ou en place par le développement d'évaluation de ces mesures. L'évaluation requiert des outils, repose sur des méthodes mobilisables et elle doit aussi composer avec des limites, Blanchard et Carnis 2015. L'évaluation doit tenir compte également de l'apparition de nouvelles technologies, qui affectent à la fois les politiques publiques et les outils à disposition de l'évaluateur. Les enjeux économiques attenant à la problématique de la sécurité routière méritent également quelques détours pour mieux en comprendre les conséquences. Par ailleurs, l'exercice de l'évaluateur n'est pas toujours aisé, puisque le matériau à travailler peut résister à une compréhension rapide et univoque. Il peut être aussi le révélateur d'enjeux organisationnels et d'enchâssements institutionnels. Comment tirer parti des nouvelles technologies ? Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans nos vies quotidiennes et affectent la sécurité routière par différents vecteurs. Pour le meilleur, nouveaux outils pour les évaluations, ou le pire, développement des distracteurs à la conduite. La démocratisation du téléphone portable associé au système de géolocalisation représente un exemple intéressant des nouvelles possibilités offertes. La verbalisation assistée par vidéo constitue une autre illustration de la technologie, en cela qu'elle permet une meilleure identification des contrevenants au code de la route. Les nouvelles technologies peuvent aider à mieux cerner les enjeux de sécurité routière, en permettant de collecter de nouvelles informations. La contribution de Trotta et Diependahl sur les données flottantes de circulation montre comment les informations collectées à partir des téléphones portables des usagers offrent une nouvelle solution à la constitution de statistiques sur les vitesses pratiquées. Cette source d'information peut être fort utile pour le décideur qui doit composer avec une information dégradée. Cet usage doit toutefois se faire avec prudence, du fait d'un certain nombre de cadrages et de limites des sources d'information. La contribution de Saint-Pierre, Ledoux, Serre et Violette montre également toute la richesse que permettrait l'instrumentation des véhicules pour collecter de nouvelles informations à la fois sur les accidents de la circulation, mais également sur les incidents de conduite pour lesquels il n'existe pas d'informations statistiques suivies, mais également les performances de conduite des opérateurs des véhicules. Toutefois, des verrous existent. Les méthodes de collecte, d'analyse et d'interprétation des informations
constituent des enjeux cruciaux pour valider l'utilisation de ces données. On comprend toutefois toute la richesse potentielle que représente l'utilisation de ces nouvelles données pour l'évaluateur et le décideur. La contribution de Guilbault, Serre et Ledoux rappelle toutefois qu'il existe un cadre légal qui doit être intégré à la fois dans la collecte et l'utilisation des données. Le respect de la vie privée et les droits des usagers doivent être respectés scrupuleusement. La barrière du droit représente donc un obstacle sérieux pour le travail évaluatif, qui ne le rend pas pour autant impossible. Le droit rappelle donc que le travail de l'évaluateur doit se faire dans un cadre légal, auquel il ne peut échapper. La sauvegarde de vies humaines et l'évitement de la morbidité routière ne sauraient justifier n'importe quelle procédure. Les dimensions économiques de la sécurité routière. Généralement, lorsque les enjeux économiques de la sécurité routière sont évoqués, ils sont présentés à travers le coût de l'insécurité routière, ONISR 2015. L'estimation de ces coûts s'établissait pour l'année 2015 à 32,8 milliards d'euros, soit 1,5% du PIB. D'autres travaux ont mis en évidence l'importance des dépenses médicales associées aux dommages corporels des victimes, Carnis et HI 2014. Toutefois, se limiter à la seule métrique monétaire du calcul du coût des accidents de circulation conduirait à négliger d'autres dimensions essentielles. Les actions de sécurité routière ne se limitent pas à la seule sphère publique. Des acteurs privés appréhendent aussi à leur manière la dimension économique de la sécurité routière. 1100 illustre ainsi les potentialités des actions de prévention menées au sein des entreprises, en présentant le cas du groupe Michelin. Ces actions de prévention exigent une implication des équipes de management et des modalités d'intervention qui doivent s'accorder avec les impératifs de production. Cet exemple montre comment ces actions de sécurité routière deviennent vertueuses pour l'entreprise et ses clients en contribuant à la constitution d'une norme. ISO 39001/2012, octobre 2012, Système de management de la sécurité routière. Bouguerois et Carnis montrent l'importance de prendre en considération le contexte politique et économique pour comprendre l'évolution de l'accidentalité. Leur étude sur le cas de l'Algérie suggère que la prise en compte du contexte socio-économique aide à évaluer l'impact des interventions des autorités. Elle confirme des résultats obtenus antérieurement. Cette contribution suggère aussi la difficulté de l'exercice auquel s'astreint toute autorité en matière de sécurité routière, à savoir la mobilisation de quelques outils pour atteindre des objectifs multiples. Dans ce cadre, l'exercice d'évaluation s'avère utile pour atteindre la cible. La complexité des actions de sécurité routière et de la mesure de leurs effets. La complexité de la politique de sécurité routière n'est pas le seul produit de la multiplication des contre-mesures prises par les autorités et leur concomitance. Elle est aussi liée à la difficulté à agir sur les comportements, au manque de certaines statistiques utiles aux décideurs, de l'ambiguïté de certains effets, voire de la mise en œuvre d'un régime de croyances, d'opinions qui eux-mêmes produisent un chemin de dépendance dans la manière où sont menées les recherches et les questionnements. La contribution de Luc sur l'impact attendu des audits de sécurité routière montre à la fois que certains questionnements échappent au travail de l'évaluateur. Lorsqu'ils sont réintroduits, ils supposent une définition appropriée du périmètre d'investigation, des modes opératoires et la mobilisation de savoir, voire l'adaptation de l'outil. La démarche évaluative s'inscrit alors dans des schémas cognitifs, des manières de faire, et se heurte aussi à des limites propres à l'exercice. Difficulté à montrer l'impact sur l'accidentalité, interaction entre différentes dimensions, difficile mobilisation des personnels. Procéder à l'évaluation consiste déjà à répondre à la question pourquoi évaluer et quels en sont les attendus. Spitzentäter, Vieira, Tass et Rusnak s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour changer les comportements par une politique de communication idoine. L'objectif paraît simple, tant on est habitué à voir ou à entendre des politiques de communication pour prévenir le risque routier. Mais par quel mécanisme procède le changement de comportement ? Les mécanismes d'identification et de comparaison sociale sont sans doute à l'œuvre. Leur mobilisation pour calibrer la politique de communication met en évidence une démarche exigeante et très contraignante pour les autorités pour atteindre leurs cibles.
Elle s'avère toutefois essentielle et représente en fait une évaluation ex-ante nécessaire afin d'éviter des effets contre-productifs et une politique inutile. Une intervention ou une politique de sécurité routière peut reposer sur des enseignements, des études, des recherches, qui au fil du temps constituent un faisceau de présomptions sur les effets attendus. Cependant, toute l'information ne présente pas la même qualité scientifique, ne traite pas des mêmes dimensions, n'offre pas le même niveau de certitude. La contribution de la SAR mobilise le modèle de Frey pour comprendre les critères de décision en l'appliquant à l'apprentissage accompagné de la conduite. Elle montre ainsi que la décision publique doit parfois composer avec une information limitée, voire dégradée, et pourtant il est nécessaire de prendre une décision. Cet ouvrage comprend 9 contributions originales sur des thématiques diverses, issues de la recherche française mais aussi faisant place à des ouvertures à l'international. Elle participe à la construction patiente d'une pratique réflexive et de sensibilisation sur l'évaluation, qui a débuté il y a plus de 2 années. Elles apportent de nouvelles pierres à l'édifice de la compréhension de l'évaluation, des politiques de sécurité routière. Références. Blanchard, G. et Carnis L. Coord. Scientifique, 2015, Évaluation des politiques de sécurité routière, méthodes, outils et limites, l'Harmattan. Carnis, L. and ACHIT H. 2014, The Injured Victims Healthcare Spending, is there an effect of the origin of accident Applied Economic Letters, 21-5 ou 350 à 355. ONISR 2016, La sécurité routière en France, bilan de l'accidentalité. Première partie, nouvelles technologies et évaluation, ressources ou contraintes pour les politiques de sécurité routière. Chapitre 1, les floating car data, exploitation à l'échelle nationale, une alternative à la mesure radar dans le calcul des indicateurs de vitesse. Marie Trotta, Esperluette Kevin DIEPENDAELE. Introduction. La vitesse excessive ou inadaptée est un facteur majeur d'insécurité routière. Le lien entre la vitesse et le risque d'accident a fait l'objet de nombreuses recherches. Prialou et al. 2016, Pei et al. 2012, Clark et al. 2010, Haar et Van Schagen 2006. La vitesse augmente à la fois le risque d'accident et sa gravité. Une vitesse élevée augmente à la fois la distance de réaction et la distance de freinage, de sorte qu'il est plus difficile pour les autres conducteurs de réagir adéquatement. Ainsi, on estime généralement qu'environ 10 à 15% des accidents et 30% des accidents mortels sont liés directement à une vitesse excessive ou inadaptée. Dakota 2012, Transportation Research Board 1998, Bowie et Waltz 1994. La vitesse excessive est considérée comme étant l'infraction la plus répandue au code de la route, Davey 2007. Pour pouvoir agir contre le phénomène de la vitesse excessive et évaluer les effets de mesures mises en place, il est dès lors important d'assurer un suivi des vitesses pratiquées sur le réseau routier. À l'échelle nationale, ce suivi passe par la collecte d'indicateurs de performance. Un indicateur de performance permet d'évaluer les priorités pour améliorer la sécurité en fonction des comportements observés. De plus, il dresse une comparaison des différentes entités, régimes routiers, pays, régions, entre elles. Les indicateurs de vitesse sont généralement calculés sur la base d'observations effectuées à l'aide d'appareils placés le long des routes, autonomes, compteurs de trafic, ou manipulés par un observateur, pistolet laser. Depuis 2003, l'Institut belge de sécurité routière réalise une mesure de comportement vitesse pour les différents régimes de vitesse en agglomération 30 et 50 km/h, et en dehors de ceux-ci, voies bidirectionnelles à 70 et 90 km/h, 2 par 2 voies à 90 et 120 km/h et autoroutes à 120 km/h grâce à des mesures radar. En dépit de l'enregistrement unique des mesures en Belgique, la fréquence temporelle de chaque édition était limitée à une seule semaine d'observation à l'automne pour des raisons administratives et budgétaires. De même, la couverture spatiale, à savoir, le nombre de points de mesure, limité à 30 sites d'observation par régime, était relativement faible par rapport au nombre total de sites éligibles sur le réseau routier. Afin d'améliorer la couverture spatio-temporelle, l'IBSR s'est intéressé à une autre source de données, les données flottantes automobiles,
Floating Car Data en anglais, FCD, à savoir les mesures provenant des technologies de communication et localisation dans les véhicules. Il s'agit, par exemple, des données provenant de systèmes de localisation embarqués, d'applications smartphone ou encore de systèmes d'alerte de vitesse. L'utilisation des FCD pour la mesure des indicateurs de vitesse est une approche originale pour laquelle il n'existe pas encore de recommandations méthodologiques internationales. En Israël, Bekor, 2013, a réalisé une première étude à l'échelle nationale du calcul des indicateurs de vitesse pour les véhicules légers. En France, Bonnard et al. 2013 ont étudié les opportunités et freins au calcul des indicateurs de vitesse avec cette source de données. Aux Pays-Bas, Haar et al. 2015 ont étudié la possibilité d'utiliser les profils de vitesse calculés sur base des FCD, profils de vitesse TomTom, pour le calcul des indicateurs de vitesse. Stamos 2016 utilise quant à lui les FCD pour modéliser les effets des précipitations sur les vitesses des véhicules. Ces études concluent que les FCD peuvent, dans une certaine mesure, être utilisés pour mieux appréhender la distribution des vitesses au cours de l'année. Leurs avantages sont notamment de fournir des vitesses moyennes sur les tronçons retenus, plus fiables que celles calculées à partir des vitesses instantanées mesurées par radar, ou encore de réduire l'impact d'événements exceptionnels tels que des accidents sur le réseau ou des conditions météorologiques atypiques. Ils identifient toutefois les contraintes ou freins suivants. Le trafic doit être suffisant, la distinction entre les groupes d'usagers de la route n'est pas à leur connaissance possible ou encore la relation exacte entre la vitesse moyenne mesurée avec des méthodes FCD et la sécurité routière n'est pas connue. En Belgique, Diependahl et al. 2016 montre que les mesures FCD présentent un grand potentiel pour le calcul des indicateurs de vitesse libre à l'échelle nationale et constituent une alternative possible aux mesures radar. Toutefois, cette étude met également en exergue que le calcul des indicateurs en vitesse libre basés sur les FCD nécessite une approche radicalement différente. 1. Objectif de l'étude. Suite à l'étude de Diependahl 2016, concluant au potentiel des FCD, il a été décidé de calculer les indicateurs de vitesse pour 2015 sur la base de ces données pour l'ensemble du territoire belge. Cet article poursuit un double objectif. Premièrement, il s'agit d'expliciter les changements méthodologiques par rapport à la mesure radar liée à l'introduction d'une nouvelle source de données, les FCD, dans le calcul des indicateurs de vitesse. La méthodologie complète l'approche de Diependahl par une classification des véhicules et une modélisation des vitesses libres par site d'observation. Deuxièmement, cet article présente les principaux résultats pour les indicateurs de 2015, en s'intéressant particulièrement aux comparaisons entre régimes de vitesse et aux fluctuations temporelles. 2. Les données, extension de la couverture spatio-temporelle. 2.1. Profil de vitesse ou site d'observation. Lorsqu'on analyse les FCD, on peut choisir de suivre les utilisateurs au cours de leur trajet, profil de vitesse, ou encore d'analyser les vitesses pour un nombre de segments sélectionnés au préalable, Van Lommel 2015, Pascal 2015. Les profils de vitesse permettent de suivre les accélérations des conducteurs et d'obtenir pour chacun d'eux un profil de vitesse sur l'ensemble des tronçons parcourus. Toutefois, il requiert une base de données complète et actualisée de l'ensemble des segments traversés. De plus, cette approche est souvent limitée à l'analyse des comportements sur un nombre restreint de routes car elle multiplie le nombre d'observations menant à un jeu de données très volumineux. En outre, elle ne permet pas de construire un profil de vitesse par segment, distribution des vitesses au cours du temps, alors que cette modélisation est essentielle afin d'identifier les périodes de congestion sur le réseau pour lesquelles les véhicules ne circulent pas en vitesse libre. Une autre solution est d'analyser les données pour des tronçons courts formant un échantillon représentatif de l'ensemble des routes belges. Cette méthode permet de sélectionner des segments dont les caractéristiques sont connues et contrôlées, grâce à une sélection sur base d'une couche géographique du réseau et à une validation visuelle sur terrain des attributs non répertoriés tels que la présence d'un feu rouge ou de possibles dispositifs de ralentissement, etc. Cette deuxième approche permet de réduire le volume de données et dès lors, également, leur coût d'acquisition auprès des fournisseurs de données mobiles. En outre,
Elle permet d'étudier la distribution des vitesses au cours du temps afin d'identifier les périodes de congestion. Cette approche est notamment adoptée par Andersen, 2015, pour analyser l'influence des caractéristiques de la route sur les vitesses pour 49 routes rurales au Danemark. Pour les raisons décrites ci-dessus, notre étude se base sur la deuxième approche et analyse les vitesses sur 500 tronçons de route en Belgique, dont la sélection est décrite à la section suivante. La base de données concernait en janvier 2015 environ 450 000 véhicules sur le Benelux, dont 200 000 circulent régulièrement en Belgique. Elle est composée de 3 sources distinctes. Premièrement, elle contient les enregistrements provenant des flottes de véhicules professionnels équipés de systèmes track and trace, qui collectent et transmettent des données GPS en temps réel, environ 20% des données. La seconde partie des données provient d'équipements mobiles, tels que les systèmes de navigation et les systèmes d'alerte des contrôles de vitesse, 50% des observations. Enfin, les 30% restants proviennent d'applications smartphone. Ces appareils sont généralement attachés à un seul conducteur, mais sont susceptibles d'être utilisés dans plusieurs véhicules. Les données de l'étude ont été enregistrées sur tous les jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2015. 2.2. Le choix des sites d'observation. Le choix des sites d'observation est conditionné par les caractéristiques des FCD. Tout d'abord, la qualité des données mobiles est dépendante de la fréquence d'émission de la position du véhicule, SUPEJ 2014. Or, cette fréquence varie selon les différents types d'applications mobiles et parfois dépend aussi de circonstances spécifiques comme la complexité du réseau routier, la fréquence étant notamment plus faible sur le réseau autoroutier. En effet, basé sur les positions successives du véhicule, le chemin emprunté par le véhicule est reconstruit en sélectionnant les segments candidats dans le voisinage immédiat des positions enregistrées. La fréquence minimale d'émission pour les données de 2015 était d'1 minute. Cette faible fréquence ne permet pas de retracer avec certitude le chemin emprunté dans les zones denses du réseau routier, zones à 30 et 50 km/h, ni par conséquent de déterminer les distances parcourues nécessaires au calcul des vitesses. Dès lors, les zones d'agglomération ont été exclues de l'analyse. En dehors des villes, seuls des segments situés sur de longues portions de routes sans intersection, ou avec des intersections avec des routes mineures, pour lesquelles il n'y a pas de changement dans la limitation de vitesse ont été sélectionnés. Par exemple, sur les routes à 90 km/h, étant donné qu'un véhicule parcourt 1,5 km à 90 km/h en 1 minute, tant entre deux prises de position GPS, nous avons sélectionné que les segments au centre de sections de route uniformes de minimum 3 km sans croisement majeur ou changement de régime de vitesse. Le deuxième critère intervenant dans la sélection est la quantité de trafic, AR 2015. En effet, même si la technologie GPS est largement utilisée, elle n'équipe pas encore tous les véhicules. De plus, certains GPS ou applications permettent de désactiver la transmission des données aux fournisseurs du GPS ou de l'application. Les FCD ne reflètent dès lors qu'un échantillon des conducteurs. D'après Che, 11e Eli 2002, 4 à 5% des véhicules devaient faire partie de l'échantillon pour que la vitesse sur une section de route soit déterminée avec une marge d'erreur maximale de 5 km/h. Bécor et al. 2013 établissent le seuil sur une valeur absolue, le nombre minimum d'observations par section de route devant au moins être égal à 300 par mois. Dans notre étude, l'échantillon représente théoriquement 3 à 5% du trafic, mais cette proportion n'était pas constante spatialement. Sur certaines routes, il s'est avéré que l'échantillon représentait moins de 0,5% du trafic. Sur des routes peu ou moyennement fréquentées, cela laisse trop peu d'observations pour obtenir des indicateurs fiables. Dès lors, le critère de Bécor, 2013 sur le nombre absolu minimum d'observations a été appliqué, réduisant ainsi le nombre de tronçons candidats. Se basant sur les données de trafic enregistrées par FCD en avril 2013, seuls les segments enregistrant au moins 300 observations ont été conservés. La figure 1 compare la couverture spatiale des sites de mesure radar de 2012 et FCD de 2015 pour les régimes à 70 et 90 km/h. Pour la mesure de 2015, la couverture est fortement densifiée. Alors que les indicateurs antérieurs étaient calculés pour 98 sites, 30 sur les autoroutes,
40 pour les routes à 70 km par hectomètre et 28 pour les routes à 90 km/h. Les FCD concernent 498 sites. La répartition de ceux-ci est détaillée dans le tableau 1. Tableau 1. Répartition des segments par type de route et par région. On remarque toutefois des déséquilibres évidents entre les régions belges, Bruxelles, Flandre et Wallonie, par type de route. Cela est dû à la situation in situ, où certains types de routes et certaines limitations de vitesse sont plus utilisés par endroits que d'autres. Par exemple, la plupart des routes importantes à une bande de circulation dans chaque sens, bidirectionnelle, ont une limitation de 70 km/h en Flandre, nord du pays, contre 90 km/h en Wallonie, sud du pays. Aucun site remplissant les conditions nécessaires décrites ci-dessus n'a été trouvé en région de Bruxelles-Capitale. Figure 1. Comparaison de la couverture spatiale des sites de mesure entre 2012 et 2015 régime 70 et 90 km/h. 3. Les adaptations méthodologiques au calcul des indicateurs de vitesse par les FCD. La procédure proposée par Ackert et al. 2007 pour le calcul des indicateurs de vitesse nécessite plusieurs adaptations méthodologiques afin de tenir compte de la nature des FCD décrites dans la suite de cette section. 3.1. La classification du type de véhicule. Un frein identifié par Hartz 2015 est la distinction de différents profils d'usagers de la route. Contrairement aux données de 2013, Diependale 2016, les mesures de 2015 présentent la caractéristique d'être liées à un identifiant temporaire par véhicule permettant au fournisseur de données d'analyser le profil de vitesse d'un véhicule sur des périodes de plusieurs semaines. Cet identifiant lui permet d'appliquer ses propres algorithmes de classification, afin de distinguer les poids lourds des véhicules légers. L'algorithme se base sur l'analyse des vitesses du véhicule sur autoroute du jour comme de nuit, les camions ne pouvant pas rouler à une vitesse supérieure à 90 km/h. Nous ne disposons pas à ce stade de technique de validation de cette méthode de classification. Toutefois, le filtrage des véhicules particulièrement lents permet en partie de s'affranchir des erreurs de classification entre les véhicules. 3.2. Le filtrage des vitesses pour approcher les vitesses libres. Le choix d'utiliser les FCD a une implication importante. On ne dispose que d'un échantillon du trafic, non homogène sur le territoire. Ainsi, on ne connaît pas le nombre exact de véhicules traversant un segment routier en un temps donné, ni même la distance entre les véhicules. Or, les indicateurs de vitesse sont construits pour une vitesse libre, c'est-à-dire une vitesse choisie par le conducteur et non contrainte par les conditions de trafic. Il est dès lors nécessaire d'estimer les périodes de congestion ou autres ralentissements inhabituels sur le réseau, par exemple, la présence de travaux temporaires sur le tronçon. D'après Bonnard 2013, il faut choisir avec soin le filtrage et les agrégations que l'on effectue et évaluer leurs impacts sur la signification de l'indicateur final. Une solution est d'approcher la vitesse libre par un modèle probabiliste se basant sur les fluctuations des vitesses au cours du temps, en faisant l'hypothèse que des diminutions marquées de vitesse peuvent être le signe de congestion. Dans le modèle de régression, le logarithme de la vitesse est estimé comme une fonction lissée du temps, en minutes, afin d'identifier les données atypiques. D'autres approches ont également été examinées, telles que l'introduction de critères déterministes basés sur les vitesses de nuit et leur relation à la vitesse maximale autorisée. Toutefois, une telle approche suppose a priori des vitesses proches ou supérieures aux limitations de vitesse. La modélisation proposée permet de s'affranchir d'un tel postulat. Pour chaque segment et type de véhicule, véhicules légers et camions, nous avons étudié la distribution journalière des vitesses individuelles. L'objectif était d'identifier 1. Les vitesses individuelles qui sont atypiques par rapport à l'ensemble des données vitesses mesurées au même moment. 2. Les segments avec des périodes de congestion récurrentes caractérisées par une diminution conséquente de la vitesse. La figure 2 illustre le résultat de la modélisation pour des véhicules légers sur 2 segments. Le premier segment montre peu de variabilité horaire, seules les observations en rouge sont exclues de l'échantillon d'analyse. Dans le second segment, il y a systématiquement une diminution horaire marquée, concentration d'observations foncées sur le graphique.
Dans ce cas, le segment complet est filtré, c'est-à-dire qu'on ne conserve aucune donnée propre à ce segment. Le second graphe montre également une autre caractéristique des données, la présence d'un groupe de véhicules roulant à une vitesse proche de 90 km/h pour un segment sur autoroute. Cette distribution nous fait suspecter un problème de classification entre les véhicules légers et les camions. Ces derniers ont une vitesse limitée sur autoroute à 90 km/h. Les segments où une telle erreur est suspectée ont été éliminés de l'analyse. Environ 1% des observations individuelles ont été filtrées suivant la méthodologie décrite ci-dessus, et 20 sites de mesure sur les 500 ont été totalement exclus de l'analyse. De plus, la part de données aux valeurs résiduelles inférieures à 3 sont similaires pour chaque mois d'observation. Figure 2, exemple de segments conservés ou filtrés. Modélisation des vitesses en fonction du temps par spleen. 3.3. La pondération des observations et agrégation des vitesses. Enfin, étant donné que le marché des FCD évolue rapidement, la couverture spatio-temporelle évolue sans cesse. La communauté d'utilisateurs d'applications mobiles est susceptible d'augmenter de manière importante à très court terme, tout comme elle peut disparaître aussi rapidement. Les stratégies des fournisseurs de données peuvent avoir également un effet important. Pour le dernier trimestre de 2015, nous avons obtenu un plus grand échantillon s'expliquant par un nouveau partenariat chez le fournisseur de données, voir tableau 2. Pour tenir compte de ces variations, nos calculs incluent des poids proportionnels au ratio des volumes de trafic sur autoroute et la taille de l'échantillon des FCD Trota 2016. Tableau 2. Flux de données et volume réel estimé par mois. Spatialement, les sites de mesure ne représentent qu'un court segment pour chacune des routes participant à la mesure. Afin d'obtenir des indicateurs représentatifs du comportement sur la totalité du réseau belge, une pondération spatiale des observations est appliquée. Elle se base sur le ratio de longueur des segments dans l'échantillon par rapport aux longueurs objectives des routes par région et type de régime. Les vitesses attendues par segment sont agrégées pour chacune des strates, grâce à un modèle de méta-analyse de type Random Effect. La pondération des données se base sur 3 composantes. Les composantes spatiales et temporelles présentées ci-dessus, ainsi que l'homogénéité et volume de trafic par segment. Cette homogénéité est estimée à partir de l'erreur standard de la vitesse moyenne calculée par segment. Le tableau 3 compare les caractéristiques des FCD et des données radar, et les adaptations méthodologiques ou conséquences sur les mesures des indicateurs. Tableau 3. Comparaison des caractéristiques des données radar et FCD et leurs implications sur les comparaisons des indicateurs, 2015 et années précédentes. 4. Résultats. 3 types d'indicateurs sont calculés pour les véhicules légers, d'après les recommandations de Hackert et Gitelman 2007. La vitesse moyenne, le percentile 85 des vitesses, V85, et le pourcentage d'infraction, inférieur à 10 km/h, entre 10 et 20 km/h et supérieur à 20 km/h. Tableau 4. Indicateurs de vitesse principaux de la mesure, de vitesse 2015 par type de régime. Pour les autoroutes, les routes à 2 par 2 voies, 90 km/h, et les routes bidirectionnelles, 70 km/h, la vitesse moyenne est supérieure à la vitesse maximale autorisée. Seuls les régimes de vitesse des routes à 2 par 2 voies, 120 km/h, et des routes bidirectionnelles, 90 km/h, enregistrent une vitesse moyenne inférieure à la vitesse maximale autorisée. Les V85 sont très élevés. Sur les autoroutes, le V85 est de 138,6 km/h, soit près de 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.